Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre émission politique hebdomadaire sur Tunisna TV. Chaque lundi à 20h15, nous revenons sur l'actualité de la semaine dernière. Et pour cela, justement, mes invités ce soir, Monsieur Fawzi Chalfi, membre du bureau exécutif du Parti El-Massal. Bonsoir. Bonsoir. Madame aussi Saïda Garrache, membre du bureau exécutif du Parti Nidé Tunis. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et Monsieur Mehdi Ammar, membre du Conseil national du Parti CPR. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Je vous en prie. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On va faire un petit tour de table déjà pour commencer par la nouvelle constitution du gouvernement de Ali Araïf. Je vais commencer par vous, Monsieur Mehdi Ammar. Quelle est votre impression sur... Parce que beaucoup disent que c'est le même gouvernement, une copier-coller de l'ancien gouvernement de Hamadi Jebeli. Qu'est-ce que vous pouvez répondre aux personnes qui pensent ça et quelle est votre impression de ce nouveau gouvernement qui, selon Ali Araïf, va durer à peu près 8 mois jusqu'aux élections présidentielles et législatives? Vous savez, si Mehdi, qu'est-ce qu'on n'a pas dit à propos de cette troïka? On a tout prédit, la rupture de ces négociations en fleuve, un échec sur toutes les lignes, une faillite retentissante, la fin de la troïka et j'en passe d'autres catastrophes et d'autres visions que des experts entre guillemets, sont venus sur les plateaux de télévision et de radio pour expliquer la fin de la troïka. Je constate qu'après des négociations certes longues, il y a eu des compromis de part et d'autre, il y a eu des concessions de part et d'autre, il y a eu des accords, il y a eu une synthèse sur un contrat-programme pour la période qui vient. Et donc je constate que cette troïka, que l'on veuille ou pas, commence à trouver des compromis, commence à faire de la politique avec un grand P. Donc aujourd'hui, elle a pu neutraliser les ministères de souveraineté et c'était l'une des principales demandes de l'opposition. Il y a eu quand même un apport de plusieurs personnalités dont l'indépendance est unanimement reconnue. Et les trois partis ont vu leur part dans ce gouvernement diminuer. Donc certes, on peut, donc la troïka est encore là, et je pense que c'est quelque chose, c'est un point positif pour le pays, avec quand même l'entrée de plusieurs personnalités indépendantes qui vont apporter leurs compétences et leur savoir-faire pour pouvoir réussir cette phase de transition démocratique. Très bien, Fawzi Chalfi. Par rapport aux propos peut-être du CPR ou aussi la question, bien sûr, par rapport à cette constitution du gouvernement. Je crois qu'effectivement, ce remaniement ministériel qui s'est traduit finalement par la démission du gouvernement Jebeli après l'assassinat de Choukri Belaïd, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est l'assassinat politique qui a été la goutte qui a fait déborder le vase et qui a été le point de rupture et le point fondamental qui a fait chuter le gouvernement Jebeli. Je reviens sur l'idée selon laquelle Hamadi Jebeli a essayé de faire un gouvernement de compétences nationales indépendante des partis et qu'on avait soutenu cette initiative. Cette initiative a été contrée, a été combattue et son échec, on le doit à Nahda et au CPR parce que Takatel était pour cette initiative. J'ai l'impression, à écouter notre débatteur du CPR, qu'on ne vit pas dans le même pays. En fait, la troïka n'existe quasiment plus. Vous avez un parti qui est le CPR qui est en lambeaux avec plusieurs divisions, avec Ouafez d'un côté et d'autres personnes. La démission aussi de la démission du secrétaire général. Bon, vous avez Takatel qui est dans un état de faiblesse reconnu par tous ses partisans. Et vous avez Nahda qui est plus forte que jamais et qui cherchait essentiellement à recomposer des alliances essentiellement au niveau de l'Assemblée nationale constituante avec l'arrière-pensée d'avoir une majorité des 2/3 pour faire passer la Constitution. Et c'est par ce jeu d'alliance qu'on est arrivé à des discussions avec tous les partis. On a vu Nahda discuter non plus uniquement avec des partis politiques, mais avec des groupes parlementaires qui ne sont pas constitués en partis politiques, mais qui sont des groupes parlementaires. Donc l'arrière-pensée était nette qu'il s'agissait essentiellement de recomposer la majorité à l'intérieur de l'Assemblée nationale constituante. Ce gouvernement, si on fait une lecture rapide, effectivement, nous avons, sous la pression de l'opposition,
obtenu la nomination de personnalités indépendantes, en tout cas, pour les ministères régaliens, dans des ministères régaliens, 3 sur 4, puisque même le ministre de la Défense a dû démissionner, alors que c'était une personnalité reconnue pour son indépendance et sa compétence. Et puis, vous avez actuellement quasiment 80% du gouvernement qui est resté. 80% seulement du gouvernement qui est resté. Et nous avons vu des promotions absolument inacceptables au sein de ce gouvernement. 39 personnes de l'ancien gouvernement sont toujours dans le gouvernement. Voilà, et c'est un gouvernement qui est pas toujours beaucoup de femmes dans le gouvernement. C'est un gouvernement tout aussi pléthorique qu'avant, avec quasiment 45 ou 46 ministres. Il y a 37 qui sont de l'ancienne équipe. On a fait des permutations de chaises musicales. On a assuré la promotion à des ministres qui ont eu des échecs patents et évidents dans leur ministère, notamment le ministre de l'Intérieur. Il est reconnu lui-même qu'il a échoué au niveau du ministère de l'Intérieur, et le ministre de la Justice qui se trouve bombardé vice-premier ministre en quelque sorte, alors que le ministère de la Justice est également un échec. Donc finalement, ce gouvernement, c'est pour nous un remake du gouvernement précédent, les mêmes causes reproduisant les mêmes effets. Je pense qu'on va aller au même problème que nous avons vécu précédemment. Très bien. Madame Saïda Garrache. Alors, je pense qu'elle a noté beaucoup de points quand même. Ouais. Effectivement, je pense que ce remaniement est un coup de théâtre très mal mis en scène, parce que de toutes les manières, tout le monde se rappelle que M. Jbeli a lui-même déclaré que son initiative était dans le cadre de faire éviter au pays le pire après l'assassinat de Chokri Belaïd. Parce que je pense que la logique qui a conduit ce remaniement, ce n'était pas la crise gouvernementale au niveau de la Tunisie, étant donné qu'on a parlé des mois et des mois avant l'assassinat de Chokri Belaïd d'un éventuel remaniement ministériel. La deuxième chose, donc, pour moi, c'était tout ce qui a eu lieu à l'intérieur de la Troïka, ainsi que essentiellement à l'intérieur de Nahda, puisque c'est elle, le chef d'orchestre. On peut dire que la Troïka a échoué. Non, attendez. Pour moi, tout le débat était comment sauver Nahda et pas sauver le pays. Parce que l'une des déclarations de Jbeli, c'était faire un remaniement ministériel avec 3 critères essentiels. Un gouvernement fait des compétences, avec une équipe réduite, avec une mission bien précise. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a, comme vient de le souligner mon ami Charfi, sans revenir sur son discours, on a autre chose que ce qui a été dit. Très bien. La deuxième chose, c'est aussi toute la phase de négociation entre la Troïka. On a essayé de s'ouvrir sur d'autres partis politiques et représentants politiques, mais aussi ça a échoué. Pourquoi? Parce que c'était comment, encore une fois, sauver la Troïka cette fois-ci et pas Nahda en termes de Troïka gouvernante. Donc, on n'a pas pu faire des concessions par rapport aux autres partis. On arrive, quand même. J'ai pris. Je vous donne la parole. Non, c'est par rapport à mon ami de CPR. Donc, au moins, je prends le même temps de parole. Tout à fait. La même chose, on sait que les négociations de affaires étaient autour de quelques valises ministérielles et pas au niveau de la politique à suivre pendant cette phase-là. Donc, finalement, ce remaniement, à mon avis, n'était qu'une manœuvre pour contourner le tournant dont le pays, dans les choses dont le pays ont pris tournure, et que on a sous-estimé la réaction de la rue face à l'assassinat de Chokri Belaïd et qu'il fallait agir vite et d'une manière, disons, efficace pour savoir contourner cette vague de contestation qui vient pour souligner d'une manière très, très, très solennelle et très claire l'échec de ce gouvernement. Et devant les déclarations successives, entre autres, du chef du gouvernement actuel, et on sait pertinemment que l'assassinat de Chokri est un constat indiscutable d'échec du ministère de l'Intérieur essentiel, que finalement, c'est une promotion à ceux qui ont, d'une manière ou d'une autre, contribué à la crise jusqu'à maintenant. Monsieur Amar, allez-y. Alors, je vous laisse répondre et après on passe à d'autres questions. Alors, tout d'abord, je veux dire que je dénonce fermement, et le CPR a dénoncé fermement, l'assassinat odieux du martyr Chokri Belaïd, et nous demandons aux autorités le plus rapidement possible d'arrêter les assassins et ceux qui ont commandité
cet acte odieux. D'après Nard, ils ont été identifiés, les assassins. Voilà, première chose, tout le monde, je pense, on est d'accord sur de dire non à la violence et de dire non au meurtre politique. Alors, deuxième chose... J'aime bien vous entendre dire ça, mais... Absolument, c'est clair et net. Ça m'en vient quand même à dire par rapport au LPR, quoi. Quelle est votre position par rapport à ça? On viendra au LPR. Alors, deuxième chose, j'entends dans les propos de mes amis, il y a une certaine opposition, effectivement, qui s'oppose pour le plaisir de s'opposer. Quelles que soient les concessions, quels que soient les compromis que peut offrir le gouvernement, ils seront toujours là pour dire que c'est insuffisant, ils seront toujours là pour demander des concessions davantage et davantage. Est-ce le rôle de l'opposition ou pas? Alors, dans cette phase dans cette phase de constitution, de construction, dans cette phase où on essaie tous ensemble de transition, de bâtir un État de droit, de bâtir un État de liberté, de bâtir la démocratie que tout le monde recherche, je pense qu'on ne peut pas parler d'opposition. Et ça a été dit dès le départ, il fallait que toutes les forces de ce pays se mettent autour de la table pour trouver les meilleures solutions pour atteindre les objectifs de la révolution. Alors, ceci étant, ce que les compromis et les avancées dans ce gouvernement d'Ali Al-Raïd sont clairs pour tout le monde, et je pense le fait d'avoir une majorité confortable qui est surprenante. Beaucoup de monde a été surpris par cette majorité, malgré que des blocs, effectivement, malgré que des blocs ne sont pas entrés dans ce gouvernement, mais quand même, il y a eu une majorité assez confortable qui prouve que pour beaucoup de monde, beaucoup de députés qui ne marchent plus dans cette opposition systématique, effectivement, ils voient, même s'ils ne le disent pas, quelques avancées. Alors, pour la faiblesse du CPR, bon, je constate que dans les sondages, on est à 3 à 5%. Je vous rappelle qu'avant le 23 octobre, on n'était pas dans les sondages. Je vous rappelle que la deuxième force et la troisième force politique du pays n'étaient pas dans les radars des sondages préfabriqués. Donc, la situation actuelle, même dans les sondages, est meilleure que la situation d'avant le 23 octobre. Contrairement, inversement, il y avait des forces politiques qui se promenaient à 20% dans les sondages et que le jour des élections, ils étaient à un niveau inférieur, pour ne pas dire autre chose. Donc je préfère être à 0% dans les sondages et être par la suite la deuxième force politique du pays. Alors, juste pour rester dans ce même point, sur les quotas. Je vous donne la parole juste après. Dans ce même point, juste pour la continuité de ce que vous dites, est-ce que beaucoup de Tunisiens aujourd'hui ont du mal à classifier le CPR? C'est un choix de jouer dans la zone grise ou c'est une perte de boussole? Qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à vous classifier aujourd'hui. Alors, je vous rappelle que le rêve fondateur du CPR, le 25 juillet 2001, a été qu'un groupe de militants, je dirais de résistants à la dictature, se sont mis autour d'une table pour dire que quelle que soit leur idéologie, quel que soit leur background idéologique, il fallait se mettre ensemble pour lutter contre la dictature de Ben Ali. Qu'il soit islamiste, qu'il soit laïque, entre guillemets, le fait de se mettre ensemble pour imposer la fin de la dictature, c'était l'idée force, l'idée maîtresse du CPR. Par la suite, je continue, par la suite, nous continuons dans cette philosophie et nous disons que, quelle que soit l'idéologie des gens, on peut travailler ensemble sur un programme politique pragmatique. Nous, notre génération, on n'a pas vécu effectivement les clivages idéologiques des années 70-80 hérités de l'université et que la dictature a utilisé d'ailleurs au début pour installer le régime corrompu qui nous a gouvernés pendant 23 ans. Donc le CPR, c'est une tentative de sortir de ce clivage imposé pour aller effectivement vers la politique, la vraie. Monsieur Fawzi, allez-y. Moi, je crois qu'on ne peut pas laisser dire quand même qu'actuellement... Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos, déjà?
Non, il ne s'agit pas d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. Il s'agit d'analyser objectivement une situation. Très bien. Al-Massar, nous avons dès le départ dit qu'il y avait et affirmé depuis... quand il vous dit quand même que l'opposition s'oppose à tout, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? On est dans une situation où il a le droit de dire ce qu'il veut. Très bien. Mon ami a le droit de dire ce qu'il veut. J'ai le droit de ne pas être d'accord. Je dis simplement qu'à Al-Massar, nous avions demandé depuis 2011 un gouvernement de compétence nationale parce que nous avions dès le départ pressenti que pour diriger cette période transitoire, il fallait un gouvernement hors des partis. Pour ne pas rentrer dans l'histoire de quotas, dans l'histoire de satisfaire les différents partis. On revient à la même règle des quotas, à la même règle des quotas hérités des élections de 2011, sachant qu'il y a déjà une mouvance qui s'est installée à l'intérieur de l'Assemblée nationale constituante, puisque les groupes parlementaires n'ont plus la force qu'ils avaient au départ, et ils se prévalent de cette force pour avoir une représentativité au sein du gouvernement. Nous disons que vis-à-vis des ministères régaliens, nous demandons à juger sur preuve et sur le travail de ces ministres et nous leur donnons le préjugé favorable. Considérant quand même, mais sachant qu'il faut avoir la capacité de pouvoir réviser les nominations qui ont été faites au niveau des différents ministères, parce que je rappelle aux téléspectateurs qu'il y a eu des centaines de nominations qui ont été faites dans l'administration tunisienne et qu'actuellement l'administration tunisienne est absolument minée par la Troïka et essentiellement par Ennahda. 100 000 postes quand même qui ont été... Non, il y a eu... On parle de 1300 à 1400 nominations dans les postes importants et je ne vois pas quelle va être la neutralité d'un ministre de l'Intérieur qui va avoir sous ses ordres 18 gouverneurs sur 24 ou 20 gouverneurs sur 24 qui sont de Nahda. Donc, simplement, je termine en 15 secondes pour dire que nous ne nous sommes jamais inscrits dans l'opposition systématique et bête et méchante, comme on pourrait le dire entre guillemets. Nous sommes inscrits dans une sorte dans une attitude responsable, constructive. Nous avons voté les lois quand on pensait qu'elles étaient bonnes pour la Tunisie et nous avons refusé les lois quand elles étaient mauvaises pour la Tunisie. Donc c'est la Tunisie qui nous guide, c'est l'esprit national qui nous guide, ce n'est pas l'esprit partisan. Nous avons dit que même s'il y avait un gouvernement de compétence nationale, on guiderait des gens pour y aller, mais on ne demandait pas à rentrer dans ce gouvernement, donc nous n'étions pas intéressés par le pouvoir et les chaises musicales. Donc c'est un mauvais procès qu'on nous fait. Effectivement, je pense que M. Mehdi se contredit tout seul depuis ce qu'il venait de dire, parce que vous venez de commencer par le fait que gérer une période ou gouverner dans une période de transition, par définition, il faut être non partisan. C'est-à-dire la logique qui se met en place pour gérer et gouverner pendant une transition, c'est la logique de non partisan. C'est-à-dire ce n'est pas les partis, ce n'est pas la logique des élections. Ça, c'est une donne que tout le monde est d'accord, sauf que ce que vous avez fait, c'était tout à fait le contraire en tant que Troïka et que vous avez toujours justifié l'hégémonie, disons, en termes de gouvernance, en termes de postes, en termes de décisions politiques, en termes de vote sur les lois et sur les projets, c'était dans une logique très partisane d'une alliance entre trois partis qui ont fixé... Une fois qu'on a terminé tout le temps, vous pouvez vous intervenir entre vous, parce que je ne vais pas commencer à donner à chaque fois la parole. Donc là, il faut que vous choisissiez définitivement dans quelle logique vous vous situez. Est-ce que réellement, en tant que parti politique et en tant que parti de la Troïka, est-ce que réellement vous êtes dans une logique de transition démocratique qui nécessite par définition la participation de toutes les forces politiques et civiles dans la société afin de construire ou reconstruire une nouvelle démarche, une nouvelle perspective politique, économique et sociale qui ne se fonde pas sur l'exclusion, la marginalisation, la haine, la violence, ou vous véhiculez un discours aussi ouvert, aussi responsable, mais vous pratiquez d'une autre manière. Et là, on ne revient pas sur les nominations et les décisions, ainsi de suite. Deux, vous venez d'attaquer l'opposition qui est être dans l'opposition rien que pour faire l'opposition, alors que, comme vient Fawzi de le souligner, le simple fait de voter avec une majorité
plus ou moins étonnante pour vous, et vous venez de le souligner, ça reflète que c'est une opposition responsable, constructive, qui cherche l'intérêt de la nation en dehors des clivages politiques partisans. Et donc, vous ne pouvez pas, dans la même intervention, dire que l'opposition tunisienne, elle est irresponsable parce qu'elle cherche tout simplement d'être dans le non et dans la négation, alors que vous venez de souligner qu'elle a voté quand même favorablement à ce gouvernement. Excusez-moi. Je finis. Oui, excusez-moi. Donc... Bon, là, non, c'est pas grave. Donc, non, parole parce que non, je suis sûr. Quand même là deux contre allez-y, j'aimerais bien que vous interveniez. Excusez-moi, mais c'est l'argument qu'on avance toujours parce que être équitable, venir en minorité, on l'a pas choisi puisque votre partenaire et votre allié politique n'est pas venu alors qu'il était invité. Et c'est pas à nous de payer. Non, et nous, on n'est pas responsable de dysfonctionnement et de manque de volonté d'être présent dans des débats contradictoire de nada. Désolé. Alors, mais si on nous avance à chaque fois cet argument, on ne peut pas. Alors, j'entends dire technocrate, compétence apolitique, impartiale. On n'a jamais prononcé le mot technocrate. On a dit de compétence nationale indépendante des partis. Absolument. Alors, moi, le technocrate... Et il y a une nuance importante que nous faisons dans ce sens-là. Alors, moi, j'aime bien que vous interveniez comme ça. Je vous demanderai de faire la même nuance. Alors, moi, le mot technocrate... vous dérange. Je le connais pendant les 23 ans de la dictature. Parce que Ben Ali n'a fait que gouverner avec ses soi-disant technocrates. Et je suis conscient qu'il y avait dans l'administration tunisienne des technocrates honnêtes et des technocrates compétents. Mais le mot technocrate, c'est-à-dire une personne qui est là et qui n'a pas de préférence, qui n'a pas d'idée, qui n'a pas d'idéologie, qui n'a pas je dirais même, qui n'a pas d'identité politique, moi, je ne crois pas beaucoup à ce mot d'ailleurs, la preuve. Donc, vous ne croyez pas dans l'indépendance des ministères effectivement, on va y venir. Donc, le ministère de l'Intérieur, de Justice et des Affaires étrangères parce que la preuve, c'est le gouvernement de M. Qaïd Essebsi. On nous a dit, on nous a présenté... Effectivement. Alors, on nous a présenté ce gouvernement comme étant un gouvernement indépendant de technocrates, de compétences nationales, pour utiliser le mot de Si Charfi. Et en fin de compte, nous avons vu que ce groupe de ministres avait la même étiquette politique, je dirais même que 80% étaient dans un mouvement qui va être créé par la suite. Donc effectivement, c'est cette indépendance à la politique. Ce mouvement-là a permis de gérer la Tunisie pendant 8 mois, a assuré une transition démocratique, la première phase, grâce à laquelle vous êtes au pouvoir. À organiser des élections à toutes les forces politiques. Ce gouvernement était en charge d'assurer les responsabilités des élections et d'organiser les élections. Grâce à toutes les forces politiques, y compris les partis politiques de la Troïka, qui ont choisi effectivement de faciliter la chose et d'aller vers des élections, vers les premières élections libres du pays, le 23 octobre. Alors, rendons hommage à l'administration tunisienne technocratique. Absolument. C'est grâce à cette administration je rends hommage à l'administration que le pays tunisienne. A pu fonctionner en l'absence de constitution, en l'absence de pouvoir, en l'absence de règles. Il a pu. J'entends Monsieur Sicharfi, dénoncer effectivement les nominations de Nahda. Moi, je suis d'accord avec lui, mais je n'ai pas entendu Sicharfi dénoncer les nominations de M. Beji Qaïd Essebsi. Je vous rappelle que la veille des élections du 23 octobre, il y avait des centaines de nominations dans le genre tunisien. Et on n'a entendu personne. Beji Qaïd Essebsi n'appartenait à aucun parti à ce moment-là. Il n'a pas fait de nomination partisane. Là, ce sont des nominations qui n'appartiennent pas. Non, il n'appartenait pas à un parti. Non, monsieur. Non, monsieur, il n'appartenait pas à un parti. Quand il était au pouvoir, il n'appartenait à aucun parti. Absolument. Absolument. Mettez-vous au courant, révisez vos connaissances de la politique tunisienne. Beji Qaïd Essebsi, en 2011, n'appartenait à aucun parti. Le public va juger que M. Beji Qaïd Essebsi n'appartient pas à aucun... N'appartenait à aucun. Au moment de ses nominations. À aucun parti ou à aucun groupe politique. D'ailleurs, par la suite, après le 23 octobre, on a constaté effectivement, on a eu la preuve qu'il n'appartenait pas à un parti politique. Alors, cette histoire de quotas, on a parlé des technocrates, on parle maintenant des quotas. Alors, je ne vais pas vous remplacer une. Est-ce que vous pouvez m'énumérer une démocratie au monde, une vieille démocratie, une démocratie qui se respecte et qui va vous dire qu'il y a des élections
On a le résultat d'un scrutin au suffrage universel, donc au suffrage du peuple, et on va mettre ces résultats à côté. On va mettre ces résultats à côté et on va appeler des compétences nationales pour gouverner le pays. Donc le fait de dire un gouvernement politique, un gouvernement d'union nationale, un gouvernement politique ou un gouvernement de compétences indépendantes, ce n'est pas la même chose. Excusez-moi. Ce n'est pas la même chose. Alors, et donc les quotas, dans n'importe quelle démocratie au monde, lorsqu'il y a des élections, il y a des coalitions, il y a des alliances qui se forment, et bien évidemment qu'il y a des quotas entre les partis. Si on veut aller, si notre rêve est d'aller vers une démocratie, c'est ça la démocratie. Sinon, c'est Ben Ali qui va nommer des technocrates et des compétences pour gouverner un pays. Et là, même les élections ne sont plus indispensables. Allez-y. Monsieur Mehdi, soyons d'accord sur une chose. Et moi, je m'attache toujours à votre discours. Vous venez de souligner tout à l'heure qu'on est dans une phase de transition qui nécessite de faire participer tout le monde. Ce n'est pas la même logique parce qu'on est en train de reconstruire ou construire et asseoir une nouvelle démocratie. Et tout de suite après, vous basculez dans un discours contradictoire qui justifie vos agissements politiques en ce moment en tant que parti gagnant dans les élections. C'est deux logiques. Je parle d'un gouvernement d'union nationale, un gouvernement politique. Excusez-moi, vous venez de dire... Bien sûr, qui va être... Excusez-moi, vous venez de dire dans quelle démocratie qui se respecte on peut nier ou ne pas permettre aux gagnants de ne pas être au pouvoir ou ne pas être majoritaire au pouvoir. Vous venez de le dire. Est-ce que je peux vous répondre? Non, attendez, parce que de toutes les manières, c'est ce que vous venez de dire. Il y a une nuance, non, pas du tout. Excusez-moi, de toutes les manières. Attendez. Moi, je dis un gouvernement politique qui va avoir, un vote de confiance au niveau de l'Assemblée nationale constituante. Donc, il y a à voir... Vous renforcez la même thèse de contradiction. Excusez-moi, parce que quand vous dites que c'est un gouvernement politique, donc vous êtes dans la logique partisane et pas dans la logique de transition. Parce que excusez-moi, je finis s'il vous plaît. Qui va comporter des compétences nationales reconnues, indépendantes et impartiales par tout le monde. Allez-y, finissez votre phrase, allez-y. Monsieur, je finis s'il vous plaît. D'abord, dire qu'un gouvernement politique, ça veut dire qu'on n'est plus dans une réflexion de transition, de construction commune et responsable. Donc on est dans une logique partisane en termes des gens qui ont gagné des élections parlementaires ou d'une phase normale, que tout est fait, et donc on est dans une phase normale. Deux, quand vous dites qu'on est dans un gouvernement politique, donc vous venez de dire aussi implicitement que les ministres présentés comme indépendants ne le sont plus selon votre dit là. Donc on se pose la question, est-ce que les 4 ministres de l'Intérieur, de la Justice, des Affaires étrangères et de la Défense échappent à cette logique ou pas? Ou vous utilisez à deux vitesses les deux logiques selon la phase dont vous êtes pour expliquer vos positions politiques. La troisième chose, quand vous niez aux gens la nécessité d'utiliser des compétences. Nous, on dit compétences parce que, rappelez-vous du discours de Ranouchi avant les élections, quand il a dit la force de la Tunisie, c'était dans son administration. Et il y a plus que 2000 postes. Excusez-moi, politiquement, attendez. Alors, si je peux m'exprimer toute seule, s'il vous plaît. Ne choisissez pas les mots. Ne peut pas être engagée ne choisissez pas pour moi. Ne choisissez pas ma vision de la politique. La politique pour moi est un engagement. Ne choisissez pas pour moi les mots pour traduire mes idées. Je peux le faire toute seule, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, après on vous donne la parole. Voilà. Donc, tout le monde sait que ce qui a fait sauver la Tunisie pendant les moments les plus durs, depuis le 14 janvier, c'était l'administration tunisienne, et qui est faite par des compétences tunisiennes, partisanes ou pas. De toutes les manières, quand elle a travaillé pour l'intérêt du pays, ce n'était pas en termes d'appartenance partisane, mais en termes d'appartenance nationale patriotique. D'accord? Qu'on se met d'accord sur ça. Donc, d'où l'enjeu des nominations contestées par essentiellement Nahda, parce que vous, en tant que CPR, votre quota, elle est minime,
ainsi que celle du Takatul par rapport à celle de Nada. Donc d'où on comprend cette tendance à envahir l'administration dans ses postes clés, que ce soit politiques ou administratifs, par des nominations très... C'est un danger parce que ça, au lieu de lutter pour la neutralité de l'administration, donc la compétence indépendamment de l'appartenance partisane, on est en train d'instaurer la logique de l'appartenance au détriment de la neutralité de l'administration. C'est un retour en arrière? Pire, parce qu'au moins, et il vient de l'avouer, pourquoi pire? Parce qu'au moins, et on le sait tous, que Ben Ali a utilisé des compétences et des technocrates pour gouverner. C'est vrai. C'est vrai qu'il a tué toute possibilité de débat politique démocratique. C'est vrai. Mais là, on noyait l'administration par des nominations des gens qui ne sont pas qualifiés. Et tout le monde sait ce qu'on proteste. Comme l'a fait M. Béjired Sebsi. Vous n'avez qu'à tirer au clair les nominations qui vous semblent étaient faites par M. Béjired Sebsi. D'ailleurs, dans les négociations pour le remaniement ministériel... Attendez, je vais quand même diriger mon débat à Fawzi et je vous laisse répondre. Prenez note. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que finalement, ce débat... Mais après, j'ai des questions pour vous. Oui, je sais pas ce débat montre bien, rapidement, ce débat montre bien, pour retrouver un petit peu la sérénité sur le plateau, c'est que nous ne sommes pas d'accord sur la façon d'aborder la transition démocratique. Voilà. Nous pensons que la transition démocratique est une phase de construction, est une phase collective, est une phase de nécessité de consensus, parce que ces élections sont des élections de constituantes et non pas des élections parlementaires ou présidentielles qui ont donné un pouvoir pour une mandature de 4 ou 5 ans, et que partant de ce principe-là, qui a toujours été d'ailleurs demandé par la Troïka au pouvoir, le consensus, il n'avait que ce mot à la bouche. En fin de compte, on se rend compte que la logique qui est la leur, c'est la logique de « je suis au pouvoir », donc je commande, j'ai été élu par le peuple, donc je reste. Et il y a une contradiction énorme, pour ne pas dire une schizophrénie, dans cette phase où il faut l'accord de tout le monde pour que cette phase ne dure pas longtemps, soit la plus rapide possible, et mettre en place des institutions stables, fiables, démocratiques. Nous ne sommes pas en démocratie, et l'argument selon lequel, et qui a été ressassé, mais qui est un argument fallacieux, qui consiste à dire, dans les démocraties, dans les vieilles démocraties, c'est le parti au pouvoir ou les partis au pouvoir dans une coalition que la majorité, ça c'est vrai, nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes dans une phase de transition. Nous n'avons pas encore d'institutions démocratiques et donc il fallait absolument que dans cette période-là, il y ait des gens qui soient les plus loin possible dans l'exercice du pouvoir des partis pour que les partis se préparent aux élections et que l'Assemblée nationale constituante termine la Constitution. Allez, vous répondez et après je pose mes questions. Et puisque je suis face à deux contradicteurs, je voudrais bien quand même avoir le temps pour répondre. Allez, je vous donne le temps. Alors, tout d'abord, effectivement, nous ne sommes pas encore en démocratie, mais nous essayons de construire une démocratie. Et une démocratie, dans une démocratie, les gouvernements viennent par les urnes et sortent par les urnes. Il n'y a pas une autre possibilité. Il n'y a pas une autre issue. Absolument. Ni l'armée, ni les médias. Alors, un gouvernement vient suite à des élections libres et démocratiques par les urnes, et on met fin au mandat de ce gouvernement lorsqu'il y a d'autres élections au cours desquelles une autre majorité gagne les élections et se forme. Là, c'est un principe démocratique de base. Je pense que tout le monde est d'accord sur ce principe de base. Alors, il y a une différence entre, effectivement, un gouvernement de compétences apolitiques, entre guillemets, et un gouvernement politique ouvert à d'autres forces politiques et ouvert à des personnalités indépendantes, unanimement jugées indépendantes par tout le monde. Après, effectivement, un dialogue. Donc, il y a une différence. C'est assez dur quand même de se mettre d'accord sur et il y a une nuance. Et pour le Congrès pour la République, on met l'accent sur cette nuance. Nous voulons un gouvernement politique ouvert à toutes les forces politiques et à toutes les personnalités indépendantes et qui ne tient alors et qui n'a vous acceptez l'idée de tous dans la grande famille politique ou pas? Ils n'ont même pas accepté qu'est-ce que vous appelez Nidetoun? Qu'est-ce que vous appelez Nidetoun est un groupe de gens de gauche, est un groupe de gens d'ex-RCD recyclés néo-destouriens, et le ciment entre ces personnes, c'est la nahdaphobie.
Ils n'ont aucun programme qui peut les unifier. La seule chose qui les unifie, le seul ciment entre ces personnes aujourd'hui, c'est le fait d'avoir une peur viscérale d'Ennahda. Alors, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Si, c'est le sujet du moment où vous venez de le dire. Mais je vais vous répondre. Alors, concernant l'échec, effectivement, de la Troïka. Alors, on entend parler partout de l'échec. C'est un échec apparemment cuisant sur toutes les lignes. Moi, je suis financier. Je laisse parler les chiffres. Permettez-moi simplement d'interagir. Alors, je laisse parler. Permettez-moi d'interagir. Excusez-moi, je continue. Je laisse parler les chiffres. Pour dire que l'échec, c'est l'échec. Excusez-moi, c'est l'échec qui a été reconnu par le chef du gouvernement, Hamad Ejbeli, qui a dit que c'était suite à l'échec. C'est M. Ejbeli qui a reconnu l'échec de son gouvernement. Alors, pour vous illustrer, je vous donne la parole à tout le monde. Pour vous illustrer cet échec, je vais donner mes questions après. Cet échec retentissant, je vais vous énumérer quelques chiffres donnés par l'Institut national des statistiques et par la Banque centrale de Tunisie. Juste par rapport à l'Institut national des statistiques, est-ce que vous y croyez à cet institut? Alors, effectivement, vous y croyez ou pas? Si vous ne croyez pas à l'administration, moi je crois à l'administration, comme a dit madame, je crois à l'honnêteté de l'administration tunisienne. Alors, la croissance économique. On peut contester l'administration telle qu'elle a été noyautée depuis quelques mois. D'accord. Je vais énumérer ces chiffres. Je vais énumérer ces chiffres. Oui, on va les contester. Oui, on va les contester. Alors, nous avons un taux de croissance économique de 3,6%. Par rapport à 2011 ? Par rapport à... Alors, nous avons un taux de croissance économique... Alors, excusez-moi. Il y a eu une révolution, je suis économiste. Un taux de croissance, c'est N par rapport à N-1. Un taux de croissance, c'est N par rapport... Alors, un taux de croissance, il est extraordinaire de voir que le chef du gouvernement sortant, Hamad Ejbeli, a reconnu publiquement et constaté l'échec de ce gouvernement et que M. Amal vient nous donner des notions économiques. Alors, entendez-vous parler M. X ou M. Y. Entendez-vous entre vous, c'est pas M. X, c'est M. Ejbeli. C'est pas M. X, c'est M. Hamad Ejbeli. Un taux de croissance, c'est le PIB de l'année N par rapport au PIB de l'année N-1 et non pas par rapport au PIB de l'année N-1. Alors, vous avez un taux de croissance de 3,6% en 2002 contre moins de 2% en 2011 avec le gouvernement de M. Kait Sefsi. Vous avez la création, selon les chiffres de l'INS, de 100 000 emplois, dont 85 000 dans le privé. Contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas des dépenses supplémentaires pour l'État tunisien, puisque 85 000 emplois ont été créés dans le privé et on ne le dit pas, souvent. On ne peut pas continuer ce débat. Vous avez des investissements directs. Alors, c'est des chiffres. Je ne dis pas de contre-vérité, je dis des chiffres. Par la suite, vous pouvez les contester. Vous avez une progression des investissements directs étrangers de plus de 20%. Et enfin, vous avez des indicateurs du tourisme en 2012 en progression de 30% pour la totalité des indicateurs, alors que dans quelques régions touristiques, vous avez les chiffres de 2010. Par la suite, vous pouvez contester les chiffres de l'administration tunisienne que vous défendez tout à l'heure. Par la suite, vous pouvez effectivement mettre en doute les chiffres fournis par l'administration tunisienne que vous défendez, mais quand même, c'est des chiffres qui montrent que l'échec n'est pas si cuisant que ça. Si on peut appeler ça un échec. Attends, je peux répondre. Allez-y. Je peux répondre parce que là, je ne peux pas laisser passer certaines contre-vérités. Laissez-nous répondre. Enfin, laissez-les répondre. D'abord, monsieur... Concernant les nominations de Nada, je n'ai pas répondu. Excusez-moi. Alors, vous savez que lors du remaniement... Concernant les nominations de Nada. Voilà, de Nada. Alors, vous savez que lors du remaniement, négociation du remaniement ministériel, le CPR a été parmi donc les partis de la Troïka qui a mis le doigt sur ce problème, sur les nominations, notamment dans les administrations régionales qui ont été faites par Nada sans au préalable coordonner, sans au préalable avoir l'avis de ses partenaires. Et l'un des points fondamentaux... Comment pouvez-vous expliquer cela ? Que dans le cadre d'un accord stratégique et de l'alliance stratégique que vous avez, Nada se comporte comme parti hégémonique et fasse ses nominations sans vous-même vous prévenir, sans vous demander votre avis. Le président de la République l'a dit dès le mois d'août
2012, il a dit effectivement que l'une des faiblesses de cette troïka du gouvernement de M. Ejbeli, ça a été qu'il y avait beaucoup de nominations sans avoir l'avis au préalable. Pourquoi vous Mais nous, la différence, exactement. Alors, nous, on a critiqué Nahda et dans le nouvel accord de gouvernement, effectivement, il y a une coordination. Il y a une coordination pour voir ensemble toutes les nominations que va faire le gouvernement, et on va même revoir les nominations. Juste un mot, s'il vous plaît. Juste un mot. La différence, c'est que nous dénonçons c'est-à-dire les nominations que pourra faire Nahda et surtout les nominations qui ont été faites en 2011 par le gouvernement de M. Sebsi. J'admire en Tunisie en ce moment une attitude politique, M. Fawzi juste après. Voilà, une attitude politique chez ceux qui gouvernent qui est extraordinaire, c'est qu'ils utilisent les moyens de l'opposition. Nous dénonçons. Mais vous faites quoi? C'est l'opposition qui dénonce. Vous êtes au pouvoir, vous agissez, monsieur. Ne dénoncez pas, il faut agir. Une. De deux, il y a un principe fondamental dans les sciences politiques, c'est le principe de solidarité des membres du gouvernement. Donc, solidairement, vous êtes responsables au même pied d'égalité, au même titre que Nahda. Ne vous offrez pas le luxe de dénoncer et de laisser passer les choses. Vous êtes aussi responsable que Nahda par rapport à ce qui se passe, et révisez vos concepts et révisez un peu les théories, les théories politiques par rapport à tout ce qui est gouvernement et responsabilité dans un gouvernement. De trois, quand vous parlez de Nidetoons comme étant un parti qui ramasse tout, au moins il y a une chose qu'on peut s'entendre sur laquelle, c'est le CPR qui ramasse des gens qui n'ont aucune affinité politique ensemble. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce qui rassemble les gens à Nidetoons, c'est pas les personnes, c'est pas la phobie de Nahda. C'est parce que vous parlez de la gauche, et comme je fais partie, et vous pouvez pas me dire que je fais partie de Azlam Nidam, je pense, vous n'oserez pas quand même, en personne. Cette alliance ou cette construction de ce parti sur une idée clé, c'est qu'on s'attache aux acquis de la Tunisie faite depuis la construction de l'État indépendant du 20 mars 1956, avec un engagement fort de la part de l'État tunisien, fondé en 20 mars 1956 sur l'éducation. Vous pouvez pas nier qu'un gouvernement à l'époque qui mettait 30% de son budget national pour l'éducation, ce n'est pas un engagement social. Vous ne pouvez pas dire qu'un gouvernement qui s'engage sur la question de logement, qui fait qu'aujourd'hui, plus que 70% des Tunisiens et Tunisiennes sont propriétaires de leur logement. Vous ne pouvez pas nier l'engagement social de cet État nouvellement indépendant en 1956 s'est engagé sur la question de santé, grâce à laquelle on a un service de santé, même s'il s'est détériorisé petit à petit avec une politique de privatisation accentuée à l'époque de Ben Ali, mais ça reste quand même une fierté pour les Tunisiens. Le service de la santé publique, qu'on le défend toujours, qu'on veut toujours qu'il reste au même point de performance. Excusez-moi. Non, c'est important. Allez-y, oui. Donc, ces gens-là manifestent leur attachement à l'État tunisien, à la société tunisienne, dans sa spécificité, en termes d'acquis, d'ouverture, de cumul des acquis depuis plus que 3000 ans, de tout l'effort du mouvement réformiste, ainsi de suite, et qui est aussi critique par rapport à tout ce qui a été défaillance politique en termes de démocratie depuis Bourguiba jusqu'à Ben Ali, et qui est critique aussi en termes de mauvaise gestion, corruption, surtout à l'époque de Ben Ali. C'est pour cela que on a toujours demandé, si vous avez des dossiers concernant des gens à Nidetoons, ex-RCD, qui sont corrompus, vous n'avez qu'à les traduire devant la justice, vous n'avez qu'à instaurer la justice transitionnelle. Donc, arrêtez de parler des slogans dans le vague et d'attaquer les gens comme ça, c'est facile de le faire. 4 ou 5, j'ai oublié, vous parlez d'une alternance sur la base des élections et vous soutenez les ligues de protection de la révolution, qui est une menace réelle pour la stabilité politique en Tunisie et une menace réelle pour les éventuelles élections si elles continuent de profiter de votre soutien, et votre président qui reçoit des criminels à la présidence, au palais présidentiel, au même titre que des militants. Donc arrêtez de nous faire vivre ce discours qui ne... La parole à Sif Fawzi quand même. C'est bon ?
Vous avez tout dit, Madame Saïd? Ouais, à chaque fois, vous trouvez le moyen, vous et votre invité, de me couper la parole. Bon, allez-y, c'est pas alors. grave, c'est pas grave. Non, mais il nous reste 5 minutes, c'est ouais, pour ça. Ouais. Bah, allez-y, Monsieur Fawzi. Non, je crois qu'on peut passer à un sujet. On peut passer à un sujet. Alors, certains députés... Je crois que le différent est consommé et que ce n'est pas aujourd'hui qu'on va... Alors, mes questions. Certains députés à l'Assemblée nationale constituante ont proposé de mettre la date des élections dans une loi, sous forme de loi. Êtes-vous d'accord avec une telle proposition? Tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord déjà? Alors, tout d'abord, j'ai allez deux revenir points, sur le absolument, point. deux points très importants. Alors, je vite pense. fait, s'il vous plaît. Voilà. Alors, l'indépendance de la Tunisie, c'est quelque chose qui appartient à Pourquoi vous ne répondez pas à ma question et que vous revenez aux autres points d'abord? Alors, votre question, s'il vous plaît. Alors, ma question, c'est que certains députés à l'ANC, ils ont proposé de mettre la date des élections sous forme de loi. Est-ce que vous êtes d'accord avec une telle proposition ou pas? L'important, ce n'est pas de mettre une date et par la suite de la reporter. L'important, ce qui est vraiment aujourd'hui capital, c'est de mettre en place un planning, de mettre en place un calendrier pour effectivement atteindre les élections à la fin de l'année en cours. Tout le monde est d'accord pour que l'élection, en principe, doive se tenir entre octobre et décembre 2013. L'essentiel maintenant, c'est de mettre tous les préalables nécessaires pour atteindre ces élections. Moi, je trouve que l'opposition met l'accent seulement sur la date des élections et nous croyons que c'est vraiment pas aujourd'hui l'essentiel. L'essentiel, c'est de mettre en place le plus rapidement possible l'instance donc des élections, de mettre en place absolument, de mettre en place, d'arriver à finir la Constitution à temps, à rédiger la loi électorale. Donc, si tous les députés de l'ANC se mettent sur ces objectifs-là, je pense que nous pourrons atteindre les élections le plus rapidement possible. Alors, concernant l'indépendance, l'indépendance, c'est un acquis pour tous les Tunisiens. Et l'indépendance, j'entends bien que Bourguiba avait sa contribution importante dans l'indépendance de la Tunisie, mais Bourguiba n'était pas seul. Il y avait des youssefistes, il y avait des résistants qui ont combattu donc, la colonisation. Des communistes aussi, du Parti communiste Absolument, tunisien le Parti aussi. communiste que Bourguiba a dissous. Je rappelle qu'à l'aube de l'indépendance, la première chose à faire, c'est la dissolution du Parti communiste. Et ça a été Est-ce qu'on peut revenir à votre question, parce que sinon, annonciateur du régime du parti unique. Donc Bourguiba, effectivement, il avait des faiblesses. Et Bourguiba, peut-être que c'était un grand homme, mais il n'a jamais été un démocrate. Il n'a jamais été un démocrate. Il a raté les occasions successives pour effectivement instaurer dans ce pays une démocratie. Bézika Idrisssi a été renvoyé du parti en 1974 à cause de ça. Et il est revenu par la suite. Très bien. Alors, si M. Fawzi, par rapport à la loi, donc à la date des élections, là, je pense que c'est ce que ça intéresse le peuple quand même de savoir quand c'est qu'on va avoir finalement des élections présidentielles et législatives dans le pays. Je crois que ce qui intéresse les Tunisiens aujourd'hui, c'est de savoir quand va-t-on clôturer cette deuxième phase transitionnelle. Voilà, déjà. Ce qui dure et qui dure et qui dure. Et l'inflation aussi. Hein. Et qui dure avec des conditions socio-économiques de plus en plus difficiles. Très bien. Avec une augmentation du coût de la vie, avec une inflation galopante, avec une cherté de la vie. Pour preuve, l'augmentation récente du taux de l'essence de 100 000. Qui a été contestée par les chauffeurs de taxi, par les logistes, etc. Il y a donc une instabilité, il y a donc des inquiétudes sociales, des inquiétudes économiques, et il y a un manque de visibilité politique qui font que les Tunisiens sont franchement déprimés actuellement. Et on a absolument besoin que les politiques doivent actuellement clarifier l'horizon, éclaircir l'horizon en tout cas, par une clarification du processus électoral. Ces élections, c'est un processus. Ce processus comporte l'établissement et la mise en place, évidemment, de la Constitution, la fin de la Constitution, le code électoral, la loi sur le début du travail de l'ISI, l'instance supérieure. Justement, j'ai une question pour vous, l'opposition sur l'ISI. Oui. Les conditions de candidature à l'ISI et les conditions de sélection sont lourdement critiquées donc, par l'opposition. Quels sont finalement les réels points faibles de cette ISI? Je reviendrai sur l'ISI. Je termine mon idée. Il y a la loi sur les médias, sur l'information. Il y a la haute instance de la magistrature, indépendante de la magistrature et transitoire. Il y a donc tout
un arsenal juridique et tout un ensemble de processus à mettre en place pour arriver à des élections et nous, on n'acceptera pas, Al-Massal, que ces élections soient en deçà de la qualité des élections qui ont eu lieu le 23 octobre 2011. Ça, c'est la première chose. C'est une mascarade le 23 octobre pour vous ou pas? Non, ce n'est pas une mascarade. Est-ce que ça a été des élections non, de toute façon, ce sont des élections. Dans des élections, il y a toujours des zones qui ne sont pas toujours très claires, mais globalement, c'est des élections démocratiques. C'était les premières élections démocratiques en Tunisie. On a accepté le résultat de ces élections. Nous ne remettons pas en question le résultat de ces élections. Juste une précision. Nous disons simplement que ces élections, sont des élections de constituantes, sont des élections de constituantes. À moins que M. Fawzi vous permette. Deuxième chose, c'est que la date fait partie du processus. Oui. Et on n'a pas de date encore quand même. Hein. La date fait partie du processus. Et la date est un élément important et fondamental parce qu'elle donne un horizon. À partir de la date, vous pouvez dire que si vous dites que demain, le 23 novembre 2013, il va y avoir des élections, les gens savent, ils se focalisent là-dessus. Et pour preuve, en 2011, révolution, instabilité sécuritaire, instabilité économique, instabilité juridique et constitutionnelle. Lorsque M. Béji Caïd Sebsi, M. Fouad Mbaza est sorti pour dire que les premières élections auront lieu le 24 juillet, il y a eu une baisse de tension. Quitte, lorsque M. Jendoubi est passé en disant que si on veut des élections réellement transparentes et claires, il fallait retarder. On a retardé et les Tunisiens ont accepté ce retard qui était motivé pour des raisons nécessaires. Vous êtes d'accord avec cette loi alors? Il est indispensable de fixer. Parce que depuis longtemps, nous entendons... D'accord avec la loi ou pas? Il faut absolument fixer sous forme d'une date irrévocable, sous forme de loi, quitte à modifier d'un mois s'il le fallait. Je pense que si les Tunisiens, on leur dit les élections sont pour le 23 octobre 2013 et qu'ils voient manifestement que malgré tous les efforts sincères, on le fait, on retarde d'un mois, ça ne posera pas de problème. Alors par rapport aux conditions de juste une vis-à-vis de l'ISI. J'ai votre question. Vis-à-vis de l'ISI, a été la loi de l'ISI. Je vous rappelle qu'elle est passée avec le vote de l'opposition. Absolument. Il faut savoir qu'il y a eu plus de 1500 candidatures de NARD. Il y a eu des partisans de NARD qui ont envoyé. Quand nous pensons qu'une loi est nécessaire pour le consensus, nous la votons. Maintenant, ce qui me choque au niveau de l'ISI, c'est qu'actuellement, au niveau de la commission de tri, on empêche les organisations indépendantes et de la société civile de venir assister comme si on avait des choses à cacher. On a décidé de l'ouvrir aujourd'hui. Il est nécessaire. Aujourd'hui, c'est-à-dire vendredi dernier. Mais qui vous le CPR ne décide de rien, c'est NARD qui décide. Je veux dire, aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale constituante a annoncé qu'effectivement, il est nécessaire que la société civile continue sa pression permanente et épaule les partis politiques pour que tous ces processus de mise en place de l'environnement électoral se fassent dans la transparence la plus totale. Je rejoins Sichal sur ce point pour vous dire que la loi sur l'ISI a été discutée entre les députés de la majorité et l'opposition et effectivement, elle n'a pas été critiquée par l'opposition puisqu'elle a été votée par l'opposition et on a trouvé les compromis nécessaires et la version qui a été votée quasiment par un consensus et ça montre que lorsqu'on veut travailler ensemble, on peut y arriver. Donc l'opposition n'est pas, comme vous venez de le dire au début de l'émission, elle n'est pas une opposition pour l'opposition. Très bien. Alors je reviens à l'idée de tous maintenant. Le KEF. Alors, oui, juste. Alors, vous avez des points à revenir, sur certains points? Non, c'est d'une manière très brève. Allez-y. Fixer une date, c'est essentiel. Sauf que par rapport à la question de tout à l'heure, d'accord. Par une loi ou non, je reste sceptique. Pourquoi? Parce que d'abord, fixer une date, sans s'entendre sur le régime politique, sans s'entendre sur la loi électorale, sans s'entendre sur des questions élémentaires telles que la sécurité, les ligues de protection de la révolution, la neutralité de certains ministères nécessaires pour l'opération électorale, sans s'entendre sur tout ça ou manifester une volonté réelle par surtout ceux qui sont dans le gouvernement, afin de mener à terme cette mission et dans la transparence, la démocratie et la responsabilité politique, je trouve que la fixer à travers une loi ou sans, ça ne veut rien dire. Tout en sachant que la mission de la constituante a été fixée par une loi, mais on a toujours trouvé le bon argument pour dérober et violer cette loi. Concernant la Ligue de protection. Attendez, ça, on va y arriver après. Donc, pour le KEF. Pour le KEF. Alors, est-ce que c'est un message
que vous adressent ceux qui vous accusent, d'être un parti des riches Tunisiens, des riches Sahéliens. Est-ce que c'est un message ou c'est une diffusion stratégique dans la profonde Tunisie? Non, c'est pas un truc pour mettre de la poussière, de poudre dans les yeux, quoi. Non, c'est un engagement réel de Nida Tounes, de toutes les manières, comme étant un parti qui essaye de donner une réponse qui est à l'image de l'évolution de la société tunisienne, politiquement, socialement et économiquement. Et vous aurez des surprises par rapport à notre programme socio-économique. Le peuple aura des surprises, alors. Oui, certainement. Et aller vers le KEF, c'est pas juste pour séduire. C'est pas pour séduire, mais c'était déjà programmé. Et c'est une réponse essentielle par rapport à tous ceux qui essayent de minimiser, disons, l'intishar, c'est-à-dire l'extension du parti dans les régions. Très bien. Voilà. Je termine de poser mes questions, s'il vous plaît, parce que ça. Juste une précision sur la Ligue de protection de la. Mais ça, j'arrive sur ça. C'est très important quand même. Alors, il faut entendre le message du CPR. Il faut entendre le message du CPR et le discours du CPR sur ce point. Nous, on est contre la violence. D'où elle vient? Personne physique, association, parti, etc. etc. Et ce mot dissolution qui a été utilisé par la dictature depuis le régime de Bourguiba, le mot dissolution, on veut un état de droit. On veut un état de droit. On veut un état de... Peut-être que c'est surréaliste, mais c'est la vérité. On veut un état de droit. Une dissolution se fait au tribunal. Si vous avez quelque chose à reprocher à une association ou à une personne physique ou morale, vous allez au tribunal, vous apportez vos preuves et le tribunal va faire. Voilà, ça c'est juridiquement et c'est l'état de droit. C'est l'état de droit. C'est l'état de droit. Un président de la République reçoit tous les Tunisiens. Alors, lorsqu'on est accusé, il faut apporter les preuves de sa culpabilité devant un tribunal avec le droit de la défense. Là, c'est des principes de base. C'est des principes de base. Cette forme-là, parce qu'on ne peut pas laisser quelqu'un qui est responsable dans un parti politique dire que le président de la République reçoit tous les Tunisiens. Bien sûr qu'il reçoit tous les Tunisiens. Et il reçoit tous les Tunisiens qui ne prônent pas la violence. Il ne reçoit pas les gens qui prônent la violence, qui prônent l'anarchie. Il ne reçoit pas les gens qui tombent sous le coup de la loi. Je crois que l'implication de certains... L'implication de certains partis et les leur compromission avec les ligues de protection de la violence est absolument insupportable. La durée est courte. Je crois que les problèmes qui se posent actuellement aux Tunisiens ne sont pas forcément les problèmes dont on discute. Les Tunisiens ont des problèmes de sécurité. Les Tunisiens ont des problèmes sociaux. Ils ont des problèmes économiques. Ils ont des problèmes de manque de visibilité. C'est à ces problèmes-là que l'on doit répondre. C'est à ces questions-là qu'on doit apporter des réponses en tant que parti politique et non pas continuer à savoir est-ce que tel parti est divisé, est-ce que tel autre parti est divisé. Je crois que et la vie des partis n'intéresse pas le recours à la violence est prouvé par un tribunal, effectivement, doit répondre de son acte. Ça c'est clair et net. Très bien. Voilà, c'est pas au gouvernement ou au président du gouvernement de dissoudre une association. Excusez-moi. Voilà, ça c'est une vérité, là c'est la loi. C'est l'état de droit. La loi 88 de 2011 concernant les associations, elle stipule que le secrétaire du gouvernement aussi, il a la possibilité d'aller vers une sorte de sanction par rapport aux associations qui ne sont pas conformes à leur statut et aux objectifs, entre autres celles qui prennent la violence. Donc la solution n'est pas seulement judiciaire. Très bien. Lisez bien la loi. On clôt ce dossier-là. Juste pour revenir à l'actualité, la fille d'un policier qui a été tué se retrouve dans une délégation ministérielle en Allemagne. Quel est votre sentiment par rapport à ça, monsieur? 1 minute chacun. Alors, est-ce que vous trouvez ça normal, une fille de 15 ans qui se retrouve dans une délégation ministérielle en Allemagne? Le président de la République a voulu faire un geste pour un policier qui est mort dans le service, en plein exercice de ses fonctions. Et si certains veulent voir là-dessus quelque chose de populiste, vous savez, pour une certaine élite, tout ce qui est proche du peuple, c'est du populisme. C'est du populisme, voilà. C'est du populisme. Parfois, on peut être fier d'être proche
proche du peuple. Le mot populisme, comme ça, pour insulter un intellectuel qui est proche des couches sociales, on peut lui dire que vous êtes populiste. À mon avis, c'est un geste pour une famille dont le père a été tué dans l'exercice de ses fonctions. Nous voulons quand même des forces de sécurité républicaines dans le service de la nation, et je pense que ce geste quand même est un bel exemple de solidarité avec cette famille. Je dirais même que si les autorités n'ont pas fait, lorsque les autorités ne s'occupent pas des familles comme ça, des martyrs, on va leur dire pourquoi vous ne faites rien. Lorsqu'il y a un geste, on va les critiquer. Donc dans les deux sens, il y a toujours critique. Monsieur Fawzi, par rapport à ce dossier, moi je crois que s'il n'y avait pas un policier qui était mort dans l'exercice de ses fonctions le 6 février... Cette fille, cette jeune fille, cet accompagnement, cette incorporation dans la délégation officielle serait quasiment risible, franchement risible. Ça prouve à quel niveau est arrivé notre État et à quelle dérision, dans quelle dérision on est en train de tourner l'État tunisien. Voici une délégation officielle qui va en Allemagne. On aurait préféré connaître quels étaient les hommes d'affaires, quels étaient les responsables politiques, quels étaient les responsables sécuritaires, les responsables sur le tourisme, sur l'industrie, qui sont partis pour passer un message d'espoir, pour attirer les investisseurs allemands pour venir en Tunisie. Évidemment, nous avons rendu, nous, Al-Massal, hommage le 6 février au décès de M. Zarb dans l'exercice de ses fonctions. Bien sûr qu'il faut entourer cette famille de la sollicitude de l'État et de la sollicitude et de l'affection qui lui revient. Il faut l'aider matériellement. Moi, j'aurais convenu et j'aurais très bien compris que le président de la République offre, ou que l'État tunisien offre un voyage de tourisme à cette jeune fille, qu'elle allait se changer les idées. Elle ou sa famille. Ou elle ou sa famille, ou qu'on s'assure qu'elle puisse poursuivre son cursus des études dans de bonnes conditions, qu'on s'assure que tout se passe bien au point de vue financier. On a l'impression de dire, bon bah tiens, on a un voyage, qu'on puisse décorer à titre posthume et rendre un hommage national à ce policier. Je suis tout à fait d'accord, mais je trouve que emmener une fille de 15 ans qui n'a rien demandé à personne, c'est une mesure de populisme et d'instrumentalisation de Madame Saïda. Ce discours, lorsque Ben Ali était là, lorsqu'un dictateur est là et qu'il utilise toutes les administrations... Vous êtes mal placé pour parler de ça. Monsieur, vous êtes mal placé. On est dit contre Ben Ali. Vous êtes mal placé. Ça gêne l'État, ça gêne l'État. Vous êtes mal placé. Lorsque quelqu'un était là pour utiliser les clans mafieux et pour voler, ce n'était pas, ça ne gênait pas l'État tunisien. Mais parce que moi, je ne peux pas comparer M. Marzouk et M. Ben Ali. Je ne peux pas comparer M. Marzouk. On entend du populisme pour le militant. Je ne peux pas. Mais c'est ce discours-là qui est populiste. C'est insulter un militant qui a été un résistant. On n'insulte personne. On dit que c'est du populisme. Il a soutenu. Vous n'étiez même pas dans le paysage politique quand Monsfer Marzouk était harcelé. C'est nous qui les avons défendus. Vous n'étiez même pas dans le paysage politique. Arrêtez, s'il vous plaît. Moi, en tant que Tunisien, je regrette. Après, on va dire, je regrette. C'est Hawaz. Non, c'est facile de dire ça. C'est ce discours-là qui vous vous intéressez même pas à la Tunisie quand on de dire que la dictature de Ben Ali, c'était mieux que maintenant. C'est ce discours-là qui emmène... Arrêtez. On commence à en avoir assez. Monsfer Marzouk a toujours été soutenu et défendu par nous et les gens comme nous, excusez-moi. Vous n'étiez même pas dans la sphère politique à l'époque. Il faut garder raison. Il faut avoir une attitude logique. Quelle est la logique que vous avez qui va emmener, c'est ce discours-là qui va emmener l'idée maintenant que le régime, que la dictature de Ben Ali c'était mieux, que la dictature de Ben Ali, que le vol des richesses d'un pays pendant 23 ans c'était mieux que maintenant. D'intégrité et de militantisme. Ce discours est un discours provocateur, est un discours de provocation gratuite. C'est un discours de provocation gratuite. Le CPR nous a habitués à ce type de discours. Je crois que les Tunisiens savent qui sont les partis qui étaient dans l'opposition, et Al-Massal et Tajdid, où était Tajdid au moment de l'opposition. Les gens savent où était Al-Ouattad, où étaient les gens de gauche avant 2011, et on savait où étaient les gens à l'étranger. Et c'est pas notre sujet, c'est pas le débat aujourd'hui. Vous m'avez posé une question, je vous dis que je suis content pour cette jeune fille qu'elle ait bénéficié d'un voyage.
Je trouve que ce n'est pas sa place d'être dans une délégation. Très bien, on n'a plus vraiment plus le temps, on va terminer C'est pas sa place d'être dans une délégation officielle et qu'on ne parle que de ça. Maintenant, je suis absolument atterré que des responsables politiques comme M. Amal, qui sont en train de diriger le gouvernement actuellement et le pays, puissent avoir des comportements de cette sorte, qui sont des comportements qui visent à absolument amoindrir la force de l'État, ridiculiser l'État et faire que l'État devienne une sorte de petit commerce dont on va s'organiser. Moi, ce que je veux dire, c'est de trouver dans chaque action, alors dans chaque geste, une occasion pour critiquer le président. Alors, si on va faire un geste à une famille, on va dire que c'est du populisme, Oui, c'est du populisme, bien sûr, dans une délégation officielle. Je vous ai écouté. C'est vous maintenant qui... Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. On n'est pas contre le fait que le président prend en considération la souffrance et le malheur de cette famille. Mais instrumentaliser ça, on est contre. Une. De deux, donner de la considération à toutes les Tunisiennes et les Tunisiens qui sont diminués de leurs droits élémentaires, entre autres, l'accès à la dignité, à travers l'emploi, à travers le logement, à travers la santé, à travers l'éducation. En quoi offrir un voyage à la fille d'un martyr est une atteinte au prestige de l'État tunisien? S'il vous plaît, c'est la question qui se pose. Ne déformez pas mes propos. J'ai dit on n'a pas... On doit offrir un voyage à une fille d'un martyr. Instrumentalisation au malheur des Tunisiens, aux souffrances des Tunisiens, à la tristesse de cette famille. Vous n'avez pas le droit d'instrumentaliser, si on ne fait rien, c'est la même critique. Vous ne faites rien aux familles des martyrs. Alors de toute façon, on va être critiqué dans les deux sens. Non, on peut faire d'autres choses. Il s'agit de faire des choses moins voyantes. Alors, on peut faire autre chose plus efficace. On peut faire d'autres choses plus efficaces. On peut faire des choses plus efficaces, beaucoup plus sincères. Et j'ai l'impression que le président est déjà en campagne. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Je remercie M. Fawzi Sharfi, membre du bureau exécutif du parti Massal. Merci à vous. Voilà, qu'on finisse sur un sourire quand même. Madame Saïda Garrache, membre du bureau exécutif du parti Niditounous, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et M. Mehdi Amal, qui s'est retrouvé quand même tout seul ce soir, hein, avec son collègue qui n'était pas là, du parti Nahda. M. Mehdi Amal, membre du Conseil national du parti CPR. Merci d'avoir accepté notre invitation. On espère quand même vous retrouver sur notre plateau. Merci à vous, le public qui nous avez suivis, comme chaque lundi à 20h15 sur Tunesna TV. Restez branchés sur Tunesna TV pour la suite de nos programmes. Nous, notre rendez-vous, c'est la semaine prochaine, lundi prochain à 20h15, sur la même chaîne, sur Tunesna TV, avec votre émission politique Débat News. Au revoir et bonne soirée.